Bonjour, aujourd'hui on va faire notre premier laboratoire virtuel, le premier laboratoire qui est un laboratoire formatif. Je vais commencer ici avec le calendrier là, pour nous situer un peu. C'est notre première expérience. Euh, il y a beaucoup de labos qui vont servir souvent deux buts différents. Le premier, c'est un but expérimental, dans le fond, pour illustrer la théorie. On fait une expérience qui nous permet de mieux comprendre la théorie. Et ou parfois même ça va précéder la théorie, ça va être une introduction, comme dans notre cas cette semaine d'ailleurs. Et il y a aussi souvent un deuxième but qui est apprendre à rédiger un compte-rendu d'expérience, un rapport de laboratoire. Donc, au courant de la session, on va voir toutes les parties d'un rapport de laboratoire, que ce soit faire un tableau, faire un graphique, rédiger un cadre théorique et méthodologique, faire une discussion, analyser les résultats, etc. Donc, on va faire ça graduellement au cours des laboratoires. Alors, pour celui d'aujourd'hui, le but expérimental, c'est de découvrir le MRUA. Donc, ce qu'on appelle le MRUA, c'est le mouvement rectiligne uniformément accéléré, donc MRUA pour faire court. C'est un mouvement en fait à accélération constante. Donc, on va faire l'expérience tout à l'heure. En fait, je me suis filmé en train de faire l'expérience, donc vous allez voir l'expérience tout à l'heure. Puis ensuite, vous avez eu les résultats par Omnivox. Donc, vous allez pouvoir prendre ces résultats-là pour ensuite les analyser. L'autre but, c'est d'apprendre à utiliser Excel aujourd'hui pour faire tableau et graphique. Donc, on va voir les fonctions de base, en fait, comment construire un tableau, comment faire des calculs dans Excel, comment faire un graphique selon les normes en même temps. Il ne s'agit pas juste de savoir utiliser Excel, mais de bien faire tout ça selon les normes, donc qu'on va voir graduellement. Euh, je sais que vous êtes tous à des niveaux différents pour l'utilisation d'Excel. Il y en a qui sont déjà pas mal bons, qui savent comment déjà utiliser Excel. D'autres qui savent pas du tout, qui ont jamais ouvert Excel de leur vie. Donc en fait, ça va être un peu variable. Vous verrez, dans le fond, c'est à vous, ce sera à vous d'adapter en fonction de ce que vous connaissez déjà. Si vous êtes déjà bon, ben, ça va aller vite, puis le laboratoire va bien se faire. Alors ici, on a le montage pour le premier labo. C'est un petit montage très simple. Le but de ce labo-là, c'est de servir d'introduction au mouvement. Donc, pour l'enregistrement, je vais le faire ici. Je vais vous donner les données par la suite. Donc, on a un rail qui est incliné, vous voyez, qui est sur un bloc de bois. Un petit chariot ici qui roule, donc avec des roulettes, des petites roulettes légère avec un bon roulement à billes, ce qui fait qu'il n'y a pas trop de friction, disons. Donc, je vais laisser rouler comme ça le chariot sur le rail. Et puis ici, à l'autre extrémité, on a un détecteur de position. En fait, ce détecteur de position-là, il émet des sons. C'est des ultrasons. Et les sons sont réfléchis sur le chariot, reviennent, et le détecteur mesure le temps d'aller-retour avec la vitesse du son. On est donc capable de calculer la distance du chariot. Donc, c'est ce que fait le détecteur qui est là. Et puis moi, ce que je vais faire, c'est simplement lancer le chariot vers le haut comme ceci. Donc, vers le haut comme ça. Il va faire son aller-retour et on va tout simplement enregistrer son mouvement. Donc, je pars l'enregistrement ici. Voilà. Alors, voilà. Alors, c'est aussi simple que ça comme manipulation. Maintenant, je vais vous envoyer les données et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, j'ai ouvert ici Excel avec, j'ai importé les données brutes que je vous ai envoyées. Donc, on va tout avoir les mêmes données. Dans le fond, c'est un laboratoire formatif, donc il s'agit de le faire pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne, mais on a tous les mêmes données. Donc, les données vont jusqu'ici, jusqu'à 6,4 secondes. Pour décortiquer un petit peu les données qu'on a ici, là, on a le temps dans la première colonne, puis la position. Ça, c'est ce qui est sorti directement de l'appareil après l'expérience. Les données, par contre, je les ai traitées un petit peu. Comme vous avez vu durant l'expérience, j'ai lancé le chariot. Donc, le rail était comme ça. J'ai donné une poussée au chariot, le chariot est monté, puis ensuite il est redescendu. C'est sûr que avant que je commence à pousser le chariot, il y a eu un petit délai. Puis durant la poussée, il y a aussi la force de ma main qui fait accélérer le chariot et je ne voulais pas enregistrer cette partie-là. Puis ensuite, à la fin aussi, quand le chariot retombe, je l'attrape dans mes mains, il y a encore un petit délai avant que j'arrête l'appareil. Donc dans le fond, ces petits délais-là, au début et à la fin,
je les ai coupés des données parce que je les voulais pas dans le fond. Donc, ce que vous avez ici, c'est les données qui ont été coupées. C'est pour ça que le temps commence à 3,8 secondes d'ailleurs, au lieu de commencer à 0, parce que donc on n'a pas le début. Puis j'ai coupé la fin aussi, donc j'ai arrêté à 6,4 secondes. Alors on voit que le temps monte par bond de 0,05 secondes. C'était à ça que mon appareil était réglé. Il y avait des intervalles de 1 vingtième de seconde, donc 0,05 secondes. Ensuite, on a la position à droite, c'est la position du chariot. Une petite note, c'est qu'il faut savoir que la position est mesurée par rapport au détecteur qui était en haut du plan. Par exemple, la première donnée ici, c'est 0,935 en mètres, donc c'est un peu moins d'un mètre. Le chariot, il a commencé en bas du plan, il était donc presque à 1 mètre de l'appareil. Et là, vous voyez que les distances ou les positions diminuent. Ça, c'est parce que notre chariot s'approche de l'appareil qui était en haut du plan. Alors, ça va ici jusqu'à 0,333. Alors, on a trois données à on a deux données à 0,33. Puis ensuite, ça recommence à monter. Donc, le chariot monté, il était à son plus proche de l'appareil, puis ensuite, il est redescendu. Donc, voilà pour les données. Maintenant, alors nous, on va commencer à traiter ça. Première chose, c'est qu'on va former un tableau selon les normes avec ça. Les unités, alors ici, on a le temps, puis on a les unités. Alors, les unités, on ne les mettra pas dans la même case que la variable. Donc, je vais l'effacer ici. Même chose pour la position, j'efface les mètres. Et puis ici, je vais me rajouter une ligne. Alors, pour ajouter une ligne, on clique sur la ligne suivante. Ici, je clique sur la ligne 2. Puis, je viens ici en haut dans Insérer. Alors, je clique dessus. J'ai une ligne. La ligne est toujours insérée au-dessus de la ligne qu'on avait sélectionnée. Si je sélectionne par exemple la 3, mettons que je sélectionne la 7, tiens, et je fais insérer ici, eh bien, ça insère au-dessus de la 7 une ligne. Alors bien sûr, maintenant, mon ancienne 7 s'appelle 8, puis ma 7, elle est vide. Donc là, je vais défaire ça parce que c'est pas ça que je voulais faire. Alors, j'ai une case ici, c'est là que je vais mettre les unités. Donc, les secondes pour le temps et les mètres pour la position. Seconde, c'est S minuscule. Mètre, c'est M minuscule. Donc, les deux sont en minuscule. Une autre chose que je pourrais faire ici, ça serait de centrer tout ça. Donc, avec l'icône ici pour centrer. Je pourrais même le mettre en gras aussi pour le faire ressortir par rapport aux données. Donc, le temps en secondes, puis ensuite la position en mètres. D'ailleurs, je vais centrer mes données également. J'aurais dû le faire pour tous. Donc, ce que je peux faire ici, c'est sélectionner mes deux colonnes, comme ceci. Donc, je sélectionne le A et le B, ça sélectionne toute la colonne. Puis, je vais les centrer également. Donc, comme ceci. Alors, mes données vont être centrées. Une autre chose qu'on doit faire, qui est importante, c'est que le nombre de décimales devrait ici être constant. Parce que mon appareil avait toujours la même précision. Alors, il mesurait ici au millimètre près. Alors, vous voyez, c'est 935, c'est au millimètre près. La prochaine mesure, qui est 0,89, dans le fond, c'est un zéro qu'on avait ensuite, parce que l'appareil mesurait toujours au millimètre près. Alors, c'est un zéro qu'on a là, et c'est important de le mettre parce que ça signifie qu'on mesure au millimètre près pour toutes ces mesures-là. Alors, pour ajuster le nombre de décimales, ce que l'on fait, c'est qu'on sélectionne toutes nos données, ici, et le plus facile, c'est de l'ajuster avec les icônes de zéro qui sont ici. Alors, on a deux icônes différents. Il y en a un qui permet d'ajouter des décimales, alors comme ceci. L'autre, il permet d'en enlever. Alors, Excel va arrondir si jamais j'enlève des décimales comme ça. Alors, dans notre cas, notre appareil était précis à 3 décimales. Donc, on force Excel à avoir 3 décimales pour toutes les mesures. Vous remarquez que le 0,5 qu'on avait tantôt, maintenant, c'est 0,500. Remarquez que quand on enlève des décimales avec les zéros, le chiffre qui est après, il ne disparaît pas. Donc, Excel le garde en mémoire, puis il va faire ses calculs avec quand même. Donc, ça ne fausse pas les calculs, mais c'est important de les afficher pour le lecteur. Pour le temps, c'est la même chose. Notre temps ici était en vingtième de seconde. Donc, vingtième de seconde, c'est 0,05 secondes. Alors, 0,5, ça veut dire qu'on est précis au centième près. Alors, ici, on va s'arranger pour que
toutes les mesures soient au centième près. Bien sûr, il y en a une sur deux ici qui est arrondie parce que forcément, si on avance de 0,05 à chaque fois, ben on a 5,35, 5,40, 5,45, donc il y en a une sur deux, c'est un 0, donc il l'a tout simplement arrondi. Alors je le force à remettre 2 décimales partout. Voilà, donc là mes données sont bien présentées. Mon tableau n'est pas fini, là, je vais faire un petit peu plus tard du quadrillage, mais pour l'instant je vais le laisser comme ça parce qu'on va faire maintenant un graphique avec ça. Donc pour faire un graphique, nous on va faire le graphique de position en fonction du temps. Alors pour faire ça, je sélectionne mes deux colonnes comme ceci, je m'en vais dans le menu Insérer qui est en haut, et j'ai les graphiques qui sont ici au milieu. Il y a toutes sortes de types de graphiques qu'on peut choisir. Nous, en physique, c'est pas compliqué, ça va toujours être exactement le même genre de graphique. C'est celui qui est au milieu ici, qu'on appelle un nuage de points. Donc, je clique là-dessus. J'ai plusieurs choix d'ailleurs de nuages de points. Je peux voir un aperçu en bas d'ailleurs. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne pour le nuage de points. J'ai des nuages de points vides, on pourrait dire, des nuages de points reliés. Je peux avoir aussi juste une ligne, des points reliés, etc. Donc, nous, on va toujours prendre nuage de points sans ligne, parce que les lignes, en fait, ne représentent rien. Ils font juste relier les points. C'est pas une courbe de tendance ni rien. Alors, elle est superflue, on la met pas. Alors, je mets juste nuage de points tout seul. Voilà. Et ça va toujours être ce type de graphique-là que l'on va faire. Alors, le graphique apparaît. Par contre, il est loin d'être final. Je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on le voit mieux un peu. Voilà. Donc, quand on a un graphique comme ça, il y a toujours quelque chose à modifier. Il n'est jamais totalement prêt, notre graphique. Donc, quelles sont les choses qu'on devrait modifier? Premièrement, il faut mettre un titre au graphique. Ici, il y en a un, c'est écrit position M. En passant, j'avais sélectionné les deux colonnes, mais Excel est assez intelligent, entre guillemets, pour se rendre compte que les deux premières lignes, ce n'étaient pas des chiffres, donc il les ignore tout simplement. Mais il l'a pris comme titre, en fait. Position M, il l'a pris comme titre. C'est pas tellement bon, mais bon. Puis ensuite, après, Excel a deviné qu'il n'y avait plus de données à partir de 55, donc il a arrêté le graphique là tout simplement. Alors ça, c'est correct. Pour le titre, donc, on peut le changer. Il s'agit de cliquer dedans. Position M. Nous, normalement, on essaie d'écrire qu'est-ce qu'on le retrouve dans le graphique. Alors, dans ce cas-là, dans ce cas-ci, c'est la position d'un chariot sur un plan incliné en fonction du temps. Donc, on pourrait écrire ça. Donc, position. Alors voilà. Position d'un chariot sur un plan incliné en fonction du temps. Ça donne assez d'informations pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve dans le graphique. Ça aurait pu être encore plus court, j'aurais pu dire position en fonction du temps, mais bon, c'est pas tout à fait suffisant en position en fonction du temps parce que ça ne dit pas la position de quoi. Donc, position d'un chariot, ça nous donne une information de plus. Puis sur un plan incliné, ça nous donne encore plus d'informations. Donc, on essaie de faire un compromis en général entre donner de l'information sur ce qu'on a dans le graphique, puis de ne pas avoir un titre qui a 4 lignes. Donc, ici, c'est quand même assez correct. On doit ajouter des titres pour les axes également. Alors pour faire ça, il y a toujours plusieurs façons, vous savez, dans Excel de faire quelque chose. Une façon de faire, c'est que j'ai fermé la petite fenêtre que j'avais ici. À côté du graphique, vous voyez, une fois qu'il est sélectionné, il m'apparaît un plus qui est là. Alors ça, en général, c'est pour ajouter des éléments au graphique. Donc, je fais plus et on voit que le titre des axes n'est pas coché. Donc, je le coche et le titre des axes vient d'apparaître. Maintenant, pour le changer, le modifier, je fais la même chose que pour le titre du graphique. Alors, je clique dedans et puis ensuite, je modifie titre de l'axe. Alors ici, c'était le temps. Oups, donc temps. Et puis, cette fois-ci, on met les unités entre parenthèses. Donc, le temps en secondes, entre parenthèses. Ici, l'axe des Y. Si c'est pas trop long, comme ici, ça va être la position, c'est préférable si on peut le mettre dans le bon sens. Là, ici, il est à la verticale, donc on peut le mettre dans le bon sens. Alors, pour modifier ça, on vient dans le plus ici, titre des axes, et vous voyez, j'ai une petite flèche ici à droite de titre des axes. Alors, je clique dessus, et là, horizontal principal, je vais faire en fait autre option. Et là, dans les autres options, j'ai ça. Alors là, je peux faire toutes sortes de choses. Je peux changer la police de caractère, la couleur, etc. Donc,
En général, ici, vous avez le pot de peinture. Ça, c'est l'apparence, en fait. Vous voyez, des traits pleins, très dégradés. Ensuite, la couleur, qui est noire présentement. Alors ça, c'est vraiment l'apparence. L'autre, c'est, on est encore dans l'apparence, mais dans les effets. Donc, ombre, lumière. En général, on ne va pas tellement se servir de ça. Et puis, le troisième, là, c'est l'alignement. Alors ici, c'est écrit alignement vertical, orientation du texte horizontale. Bon, ici, je viens de me rendre compte que j'avais sélectionné le mauvais. Là, je suis sur je suis sur l'axe horizontal. Donc, il faudrait que je revienne ici. Alors, je vais plutôt cliquer sur le titre vertical, en fait, celui qui était là. Et puis maintenant, j'ai alignement vertical, donc orientation du texte. Je vais faire horizontal. Et là, mon texte, mon titre est à l'horizontale. Je peux d'ailleurs le placer différemment. Je peux venir le placer ici en haut de l'axe, par exemple. Et là, je vais le modifier. Alors, ça sera la position cette fois-ci. On peut aussi, là, je vais rester en lettres complètes, mais en fait, on peut aussi utiliser, si on le fait dans le tableau, une variable. Donc, au lieu de temps, j'aurais pu avoir t, position, j'aurais pu avoir x, et j'aurais pu mettre la variable sur l'axe. Ça aurait été correct aussi. Dans certains cas, ça peut même être préférable. Si le nom de la variable est long, c'est préférable d'avoir plutôt la variable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il y a les axes. Alors, vous voyez que par défaut, Excel met toujours le même nombre de décimales aux graduations que le nombre de décimales qu'on avait pour la valeur. Or, c'est superflu parce qu'une graduation, contrairement à des mesures, ça n'a pas de précision. Donc, pourquoi donner 3 zéros alors qu'on en a besoin ici que on a besoin seulement d'une décimale ici. Alors, vous voyez 1.2, 1, 0.8, 0.6, les deux derniers, c'est toujours des zéros. Alors, ces zéros-là sont inutiles. On va donc les enlever. Alors, je clique sur mon axe. Comme mon petit menu à droite il était déjà ouvert, j'ai ce petit menu-là qui vient sur l'axe et je m'en viens ici dans le petit histogramme qui est là et j'ai graduation. En fait, c'est pas là-dedans, c'était plutôt dans nombre. Donc, c'est dans le nombre, en fait. Le nombre de décimales est inscrit ici, on a 3. Alors, nous, on veut une seule décimale et ça va être suffisant. Voilà. Et vous voyez que notre axe est tombé à une décimale. Pour le temps, c'est la même chose. Vous voyez que les zéros sont inutiles. Donc, je clique dessus. Je mets 0 décimale pour le temps, puisqu'en fait, on n'en a pas besoin. En d'autres termes, on met toujours le nombre de chiffres minimum qu'il nous faut pour les graduations. Une autre chose qui me resterait à faire ici, ça serait de couper mon axe des X parce que donc je vais le resélectionner. Parce que vous remarquez que comme notre temps part à 3.8, j'ai enlevé toutes les données qui étaient avant, mais toute cette partie-là du graphique devient inutile. Alors on devrait faire partir le graphique à peut-être 3, mettons. Alors comme j'ai cliqué sur mon axe ici, donc c'est pas dans l'alignement, alors c'est dans les options d'axe, donc dans l'histogramme, options d'axe, limite minimum c'est 0, alors je vais mettre 3. Voilà. Alors, il a coupé cette partie-là, ce qui a permis d'agrandir un peu. Vous voyez que la partie utile du graphique est ici beaucoup plus grande. Ici, on pourrait même couper pour mettre 0,2 sur l'axe des Y, mais bon, c'est quand même suffisant. Là, ici, là, nos points prennent une bonne partie du graphique. Donc voilà, le graphique de position en fonction du temps serait pas mal prêt à être importé dans notre rapport de laboratoire si on faisait un rapport de laboratoire. On pourrait aussi ajuster une courbe de tendance, mais cette fois-ci, on ne le fera pas. On peut peut-être juste observer la forme. Alors vous voyez, quand le chariot est parti, il montait, il montait, il montait. Ici, il était très proche du détecteur, en fait 33 cm environ. C'est à son plus proche du détecteur. On peut dire qu'ici, que c'est comme si le détecteur était à 0 dans le fond. Alors notre chariot s'approche en fonction du temps, et puis ensuite, il se rééloigne. Vous voyez que c'est, en tout cas à l'œil, ça semble symétrique comme forme. Puis en fait, ici on ne l'a pas testé vraiment, mais c'est une parabole en fait, le type de courbe que l'on a. Alors ici maintenant, on va garder ça et on va ajouter une troisième colonne à notre tableau. Cette fois-ci, ça va être la vitesse. Donc on va aller calculer la vitesse du chariot. Cette vitesse-là sera en mètres par seconde, étant donné que notre position est en mètres puis le temps est en secondes.
Alors ici, je vais faire la même chose, je vais le mettre en gras puis le mettre au milieu. Et puis, on va calculer la vitesse avec les données qu'on a là. La vitesse, qu'est-ce que c'est? C'est le déplacement par unité de temps. Donc, en fait, on va calculer. Ici, on va faire une espèce de vitesse moyenne dans un intervalle. Regardons par exemple les trois premiers points ici. Entre le point 1 et le point 3, j'aurai une certaine vitesse. D'ailleurs, la vitesse, ça serait la pente de cette courbe-là, puisqu'on a un graphique de position en fonction du temps. La pente donne la vitesse. Mais la pente, comme vous voyez ici, elle change constamment parce qu'on a une courbe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la pente instantanée, si on pourrait dire, mais comme on a un nombre limité de points, notre intervalle ne peut pas être infiniment petit. En réalité, il faudrait faire la limite lorsque delta t tend vers 0 de delta x sur delta t. Mais ici, on ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit intervalle de temps, le plus petit possible, et puis là, on va calculer la vitesse par exemple, pour ce point-là. Je vais dire la vitesse. Alors, quand on fait un calcul dans Excel, on clique sur la case, on écrit égal pour dire qu'on veut faire un calcul, et puis ensuite, on rentre notre calcul. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire la distance pour le point 2. Je vais calculer la distance entre le point suivant, qui est ici, et le point précédent, qui est là. Donc, je vais écrire égal. Alors, j'ouvre la parenthèse. Alors, je veux faire, dans le fond, 0.845 moins 0.935. Mais je ne vais pas écrire ces chiffres-là, bien sûr. Je vais cliquer sur la case. Alors, vous voyez, en cliquant sur la case, c'est écrit B5, parce que ici, c'est la case B5. Ensuite, je fais moins. Je clique sur lui. Ça, c'est B3. J'aurais pu aussi écrire B5, B3, l'écrire moi-même. Mais bon, c'est quand même plus vite de cliquer dessus. Je ferme la parenthèse. Donc ici, je viens de faire la distance entre le point suivant et le point précédent. Ensuite, je vais diviser par l'intervalle de temps. Alors, ouvrez la parenthèse. L'intervalle de temps, c'est ce temps-là moins ce temps-là. Alors, vous voyez, j'ai calculé une pente. Je fais delta y sur delta x dans le fond. Alors, je calcule ma pente comme ça. Là, je fais retour, comme ceci, et Excel me fait le calcul. On remarque que c'est négatif, c'est sûr, parce que ici, la pente est négative, on descend. Alors, vous voyez, j'ai mis cette vitesse-là pour ce point-là, en prenant le point suivant moins le point précédent. Alors, on pourrait dire que la vitesse de là à là, la pente de là à là, c'est un peu comme la pente moyenne pour le point qui est au milieu. Parce qu'en réalité, on a une courbe. Alors, je vais expliquer ici qu'est-ce qu'on fait parce que c'est une technique qu'on va utiliser à plusieurs reprises. Donc, j'ai reproduit ici une partie du graphique, mettons. Alors, on a les points noirs qui sont nos points expérimentaux. J'ai tracé ici en rouge une ligne qui rejoint le point 1 et le point 3. Si on fait la pente de cette ligne-là, ça va nous donner la vitesse moyenne sur l'intervalle entre 1 et 3. Si on faisait la pente de la droite bleue ici, qui rejoint le point 1 et le point 2, on aurait la vitesse moyenne, mais dans l'intervalle entre 1 et 3. Même chose avec la verte, si on fait la pente de la ligne qui relie le point 2 et 3, ben j'ai la vitesse moyenne dans l'intervalle entre 2 et 3. Mais vous comprenez que ici, forcément, la pente bleue, ici, va être un peu plus abrupte que la pente rouge, mais la pente verte va être un peu moins abrupte que la pente rouge, puisque il faut qu'en moyenne, ça donne la même chose. Alors, c'est pour ça que je dis que la pente de la courbe rouge, entre 1 et 3, c'est à peu près, puisque c'est la vitesse moyenne, c'est à peu près la vitesse au centre de l'intervalle, donc pour le point qui est là. C'est une approximation, mais c'est une approximation qui est relativement valable si l'intervalle entre les points est petit. Ce qui est notre cas ici, on a un vingtième de seconde, donc c'est pour ça qu'on suppose que la vitesse moyenne entre le point 1 et 3, c'est la vitesse instantanée au point 2 qui est au centre de l'intervalle. Alors on est revenu dans Excel, on a calculé donc la vitesse au point 2 en prenant la distance entre 3 et 4. Pour ici, par exemple, le point 3, il faudrait que je fasse la distance entre le point 5 et 4. C'est toujours le point suivant et le point précédent. Et ça va être le cas pour toutes les données. Alors,
la beauté d'Excel, c'est qu'une fois qu'on a rentré notre formule comme ça, on peut tout simplement recliquer dessus. Et puis là, on peut prendre le coin qui est là. Il y a une autre technique pour le faire, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais on peut prendre le coin qui est ici. Et puis là, j'ai cliqué sur le bouton gauche de ma souris et j'étire jusqu'en bas, comme ceci. Je peux même dépasser, c'est pas grave. Et puis là, Excel me fait le calcul pour chacun des points. Donc ici, vous voyez qu'il prend B6 moins B4. Là, il va prendre B7 moins B5, etc. Donc Excel comprend que à chaque fois qu'on descend d'une ligne, il faut prendre le suivant. Donc voilà, c'est négatif au début et à un moment donné, ça devient positif. Puis évidemment, mes dernières données n'ont pas de sens parce que, bon, j'ai pas de données ici. Je devrais même d'ailleurs enlever. Donc ceux-là, c'est évident qu'ils n'ont pas de sens. Même la dernière, elle n'a pas de sens non plus parce que B56 moins B54, comme il n'y a pas de point suivant, Excel fait comme si c'était 0 quand il n'y a pas de données, là. Alors il prend un 0, alors ça ne marche pas. Alors la dernière donnée, je vais l'enlever. C'est pour ça d'ailleurs ici que je n'avais pas cliqué sur la première case parce que j'avais pas de point précédent. Donc, je ne pouvais pas faire le calcul non plus. On pourrait ici mettre des petites barres donc pour montrer qu'on n'a pas de données à cet endroit-là. Donc, comme ceci. Ensuite, on va centrer tout ça. Voilà. Donc, comme pour les autres. Et on va ajuster aussi le nombre de décimales. Alors, pour le nombre de décimales, la règle qu'on devrait appliquer, c'est que on divise une distance qui est mesurée ici à 3 décimales, et donc avec 3 chiffres significatifs, et on la divise par du temps qui a lui aussi 3 chiffres significatifs. Alors ça veut dire que dans ce temps-là, vu que c'est une division, on devrait garder 3 chiffres significatifs pour celle-là aussi. Donc, je vais les sélectionner, mes vitesses, et puis je veux 3 chiffres significatifs, donc j'ajoute des zéros, comme ceci, jusqu'à temps d'avoir mes 3 chiffres significatifs. On va voir un petit peu plus tard en laboratoire une manière plus subtile de décider combien on garde de décimales. Ça va aller avec l'incertitude. Donc, ça va dépendre de la précision de notre expérience. Mais pour l'instant, on va le faire comme ça. Voilà, donc on a notre graphique de vitesse en fonction du temps. Maintenant, on va faire, pas un graphique, mais notre tableau plutôt. Maintenant, on va faire aussi un graphique avec ça. Donc, je veux cette fois-ci faire un graphique de vitesse en fonction du temps. Comme les deux colonnes ne sont pas côte à côte, je ne peux pas faire comme ça, comme j'avais fait tantôt, parce que je sélectionne la position entre les deux. Ce qu'on peut faire pour sélectionner deux choses séparées, c'est qu'on sélectionne la première, ensuite j'appuie sur CTRL, je le maintiens appuyé et je clique sur ma deuxième colonne. Comme ça me sélectionne deux colonnes séparées. Et puis je vais faire comme tantôt, insertion, graphique, nuage de points, et je vais avoir ma vitesse comme ça. Ici, je ne vais pas reprendre toutes les étapes qu'on a vues tantôt parce que, bon, vous comprenez que ça prend un titre, ça va prendre un titre aux axes, il va falloir ajuster le nombre de décimales également. Donc, tout ça, c'est comme tout à l'heure. La seule chose que je vais peut-être faire ici, c'est que je vais couper mon axe à 3 comme tantôt. Puis ensuite, j'ai un point aberrant ici. Vous voyez que j'ai un point à 0. C'est qu'en fait, quand j'ai cliqué ma colonne, il a inclus les tirets là, où il inclut. Ah non, il inclut jusqu'ici. Alors moi je vais, vous voyez, c'est encore sélectionné, là, c'est mauve et bleu là ici. Donc je me rends compte qu'il a pris trop de données, plus que j'en voulais. Alors je vais prendre le coin ici, puis je vais m'en venir jusque là. Oups, j'ai été un peu trop loin. Donc je ne veux pas inclure le dernier point. Puis ici, je vérifie que le premier, ça marche, il est parti ici. Donc là, ça marche. Alors, vous voyez, mon point aberrant est parti. Alors, on a la vitesse. Vous voyez qu'il y a une petite oscillation quand même. C'est pas tout à fait une droite. Ça fait partie des erreurs expérimentales. On peut penser que le chariot en roulant, ses roulettes, il était sur des espèces de rainures, là. Les roulettes, peut-être qui accotaient sur les côtés, ça fait que la vitesse était peut-être pas tout à fait constante comme ça. Ou plutôt la pente n'était pas tout à fait constante. Mais grosso modo, on peut voir qu'on a approximativement une droite. Et d'ailleurs, ici, on va faire une étape de plus que tout à l'heure. On va ajouter ce qu'on appelle la droite de tendance. Alors pour faire ça, encore une fois, il y a plusieurs façons sur Excel de faire les choses, là. Ce qu'on peut faire, entre autres, c'est cliquer sur l'un des points, comme ça, pour sélectionner la série. Et puis ensuite, donc je ferme ça. Je retourne dans le plus ici. J'appuie dessus.
c'est apparu à gauche cette fois-ci. Courbe de tendance, alors je clique dessus. Elle est apparue ici, mais on ne la voit pas très bien. On va changer son apparence tantôt. Et on peut ajuster comme tantôt en cliquant sur la flèche. Donc, on a linéaire, c'est notre cas ici. Prévision linéaire, donc c'est pour aller pour extrapoler en fait. Moyenne mobile, c'est pas ça qu'on veut. On a autre option si on veut faire d'autres choses que linéaire. Par exemple, une courbe exponentielle, parabolique, etc. Je vais quand même cliquer sur autre option pour qu'on voit ici qu'est-ce qu'on a. Vous voyez, logarithme, polynomial, etc. Linéaire, c'est correct pour nous. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? On a ici afficher l'équation sur le graphique. Donc, je peux cliquer là-dessus et je vais avoir mon équation qui apparaît. Donc, je peux la déplacer d'ailleurs. Alors, j'ai l'équation, donc la pente et l'ordonnée à l'origine. Ce qui peut être, en fait, ça va nous être utile ici pour calculer l'accélération. Parce qu'on se rappelle que l'accélération d'un graphique de vitesse en fonction du temps, c'est la pente. Alors ici, on aurait une accélération de 0,7231 mètres par seconde carré. Une chose qu'on peut faire ici, là, vous voyez que la courbe est pas très évidente. Là. Ils l'ont mis en pointillé, puis elle est petite à travers les points, donc on les voit pas très bien. On peut toujours changer l'apparence. Ici, je suis dans la courbe, là, mais si je reclique sur la courbe de tendance, je vais essayer de sélectionner la courbe de tendance, voilà. On a dans le pot de peinture l'apparence. Donc, vous voyez, ici, c'est automatique. On peut mettre un trait plein si on préfère. On pourrait changer la couleur pour mettre du noir. Peut-être que ça pourrait aider. Voilà. Alors, on voit mieux avec du noir ici. Il n'a pas voulu mettre de trait plein, par exemple. Alors, voilà ici dans type de tiret. Je devrais sélectionner trait plein. Donc, si je veux avoir un trait plein, je peux faire ça. Mais en noir, en tiret, il était quand même correct. Ce qu'il faut faire pour la courbe de tendance, il faut juste s'assurer qu'on la voit bien. Il faut s'assurer aussi qu'elle ne cache pas trop les points. Comme ici, comme ils ont deux couleurs différentes, on est quand même capable de voir les points expérimentaux. Donc, ça va comme ça. Pour ce qui est de l'équation, on ne la laisse pas comme ça, on la change. On peut peut-être d'abord augmenter la police de caractères. Là, ici, c'était du 9. On va mettre peut-être du 12 pour l'avoir un peu mieux. Et on doit changer les variables. Alors ici, par exemple, Y, Excel met toujours X puis Y. Nous, en Y, qu'est-ce qu'on a? C'était la vitesse. Là, je ne l'ai pas mis ici, mais normalement, je l'aurais mis. Donc, on va mettre la vitesse. Et comme c'est une variable, ça doit être en italique. Donc, je vais la mettre en italique. Et le X, c'est du temps dans notre cas. Donc, je le change pour le temps. Même chose, je vais mettre de l'italique. Voilà. Donc, on change les variables pour avoir qu'est-ce que nous, on a dans le graphique pour les variables. Pour ce qui est du nombre de chiffres significatifs à garder, on va le voir un petit peu plus tard pour ça. Pour l'instant, je vais juste laisser ça. Mais un peu plus tard, on va voir qu'est-ce qu'on fait pour le nombre de chiffres significatifs de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Alors voilà, c'est à peu près ça pour les graphiques. Pour ce qui est de la partie expérimentale, alors vous voyez, on constate ici qu'un chariot qui monte et qui descend sur une pente, eh bien, sa courbe de position en fonction du temps, je vais la remettre, elle est derrière ici. Position en fonction du temps, donc ça donnait une courbe comme celle-là. C'est une parabole, en fait, c'est une courbe du second degré. Et celle de la vitesse en fonction du temps donne une droite. Donc la vitesse est négative. Ça, c'est lorsque notre objet, notre chariot, s'approchait du détecteur. Et puis ensuite, la vitesse devient positive, mais la pente est constante. Donc, on a une accélération constante dans ce cas-là. L'accélération est toujours pareille. Vous voyez, la pente, elle est toujours pareille. Donc, dans tout le mouvement, même quand le chariot monte ou qu'il descend, l'accélération est toujours la même et elle est positive dans ce cas-là. Mais sauf que quand la vitesse est négative, donc quand on monte vers le haut, bien une accélération positive, c'est une décélération. Donc notre chariot décélère. Quand on descend vers le bas, là la vitesse est positive et l'accélération est positive. Donc quand les deux sont dans le même sens, ça veut dire que la vitesse va augmenter. Donc c'est réellement une accélération. Mais l'accélération, elle, ne change pas de signe, elle est toujours positive. Dernière petite chose que je voulais dire pour terminer la capsule. Pour le tableau, pour le terminer, si je voulais l'importer dans mon rapport de laboratoire, on peut ajouter
ici du quadrillage. Je vous montre à peu près grosso modo comment faire. Donc je sélectionne mon tableau comme ça. Puis le quadrillage, c'est dans le menu accueil ici. C'est l'icône qui est là. Alors on appuie sur la flèche qui est là et on a toutes sortes de bordures qu'on peut choisir. Donc des bordures intérieures partout. Seulement les bordures extérieures épaisses. Donc en fait, vous pourrez essayer avec les différents types de bordures. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bordure épaisse à l'extérieur, comme on le voit ici. Alors là, on ne voit pas celle qui est à gauche puis en haut parce que c'est la limite de la feuille, mais quand on va l'importer dans Word, on va la voir, là. Alors ici, on voit la bordure en bas. Puis en général, quand le tableau n'est pas trop gros comme ça, on peut très bien ne pas mettre de bordure à l'intérieur. Par contre, on va en mettre une sur le titre, ici, pour bien séparer le titre des données qui sont en dessous. Donc, on va mettre notre barre comme ça. On pourrait même enlever les bordures qui sont en gris faible ici en colorant notre graphique. Si on voulait l'avoir complètement blanc, on le sélectionne à nouveau. Je m'en vais dans le pot de peinture et je prends du blanc, comme ceci. Donc, en peinturant tout ça en blanc, ça enlève le quadrillage gris pâle de Excel, là. Alors, ça fait quelque chose comme ça. C'est un beau tableau propre, alors qu'on peut prendre et importer dans Word par la suite. Alors voilà, c'était le premier laboratoire virtuel qui visait donc à étudier un mouvement uniformément accéléré, faire tableau graphique et apprendre à utiliser Excel en même temps.